Bonjour et bienvenue au 5e et dernier webinaire d'Opération Marée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe unique d'oiseaux appelé râles. Nous examinerons 5 espèces différentes. Nous verrons aussi 2 butors que vous pourriez rencontrer lors de vos relevés. Toutes ces espèces font partie des espèces cibles du programme d'Opération Marée ou du programme de surveillance des marais. Nous nous intéressons aussi aux crapauds d'Amérique, le dernier amphibien présenté. Le premier râle dont nous allons parler est la marouette de Caroline. Si vous ne savez pas ce qu'est un râle, c'est un oiseau terrestre ou semi-aquatique de petite à moyenne taille. Les marouettes de Caroline sont des petits râles. Les deux sexes ont un bec jaune vif, un masque et une gorge noire, et une queue recourbée vers le haut avec un peu de blanc en dessous. Elles sont tachetées de brun sur le dessus et ont un ventre bleu clair. On les trouve dans la plupart des milieux humides à végétation émergente. En regardant ces photos, on peut voir qu'elles ont une apparence assez distincte et frappante, mais elles sont discrètes. Vous aurez donc plus de chances de les entendre que de les voir. Elles émettent 2 cris ou vocalisations particuliers. Le premier est un hennissement descendant semblable à celui d'un cheval. Une fois que vous avez entendu ce cri, vous ne l'oublierez jamais. C'est l'un des cris d'oiseaux les plus inhabituels. Elles émettent aussi un cri à 2 notes, puis qui commence par une note grave et monte vers une note aiguë. La marouette de Caroline et ses vocalisations sont donc vraiment inhabituelles et c'est probablement sa caractéristique la plus distinctive. La marouette de Caroline est un oiseau picoreur. Elle attrape donc principalement des graines de plantes aquatiques, des lentilles d'eau, des potamons, ainsi que divers invertébrés à la surface de l'eau ou dans la boue. C'est pourquoi elle a ce bec jaune avec l'extrémité pointue particulière qui lui permet de picorer facilement ses petites proies. Elle se reproduit partout au Canada. Le râle jaune est un oiseau qui ressemble par sa forme à la marouette de Caroline. Il a aussi une silhouette assez compacte. C'est un petit râle doté d'un bec court et jaune. Son bec est nettement plus court que celui de la marouette de Caroline. Les deux sexes sont d'une couleur brun strié, avec une bande foncée qui traverse l'œil. Si vous avez la chance de les voir en vol, vous remarquerez une tache blanche sur leur aile, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à droite. Les râles jaunes sont très discrets et exclusivement nocturnes. Il est donc très rare de les apercevoir, à moins de se rendre dans une zone humide au milieu de la nuit ou très tôt le matin. Ils vivent dans des zones humides peu profondes, couvertes de carex ou de graminées. Et comme la marouette, le râle jaune est un picoreur. Il se nourrit donc d'insectes aquatiques, d'insectes terrestres, de graines et de petits escargots qui est sa proie principale. Le chant du râle jaune est une combinaison de 2 notes suivies de 3 notes, toutes de la même hauteur et dont le son ressemble un peu à des cailloux frappés ensemble. Écoutons-le maintenant. Encore une fois, comme il est très discret, vous aurez plus de chances d'entendre cette séquence de 2 et 3 notes que de voir le râle jaune. Il se reproduit dans la majeure partie du Canada. Cependant, si l'on se concentre spécifiquement sur les maritimes, on le trouve plus souvent au Nouveau-Brunswick qu'à l'île du Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse. Une autre espèce de râle que vous aurez plus de chances d'apercevoir que le râle jaune est le râle de Virginie. Le râle de Virginie est plus grand que la marouette de Caroline et le râle jaune. Il est donc plus de taille moyenne et a un long bec rouge recourbé vers le bas. Son bec est beaucoup plus long que celui de la marouette de Caroline ou du râle jaune. Il a aussi une queue courte et recourbée vers le haut. Les deux sexes ont un visage gris, un plumage au ton chaud brun et des rayures noires et blanches sur les flancs, c'est-à-dire la partie arrière des côtés du corps. Tout comme la marouette de Caroline et le râle jaune, le râle de Virginie est assez discret et on l'entend plus souvent qu'on le voit. Il occupe les milieux humides à végétation émergente. Ainsi, un milieu humide où l'on trouve des marouettes de Caroline est aussi susceptible d'abriter les râles de Virginie. Il émet 2 cris particuliers. Le premier est un ticket qui ressemble un peu à un clignotant de voiture irrégulier.
du cri ressemble à celui d'un clignotant, mais le rythme est beaucoup plus irrégulier. Il émet aussi un grognement semblable à celui d'un cochon, qui est très distinctif et qu'aucun autre oiseau ne produit. On peut entendre dans ce cri qu'il commence par une note plus aiguë, comme un couinement, un peu comme un cochon ou, selon certaines personnes, comme un poulet, puis la note descend tout au long du cri. Le râle de Virginie est un picoreur, comme le râle jaune, mais c'est aussi un fouilleur. Il enfonce son bec dans la vase pour chercher ses proies. C'est pourquoi son bec est plus long et plus fin, parce qu'il doit pouvoir fouiller le sol et trouver ses proies. Il se nourrit d'escargots, de limaces, d'insectes, d'araignées, de vers de terre, d'amphipodes, d'amphibiens et de graines de plantes aquatiques. Il consomme donc une grande variété d'aliments que l'on retrouve dans les habitats humides. Il se reproduit dans le sud du Canada. Une espèce de râle de plus grande taille que vous pourriez rencontrer est la foulque d'Amérique. Contrairement aux 3 râles que nous avons vus avant, les foulques d'Amérique sont assez audacieuses et se comportent davantage comme des poules d'eau que comme les râles discrets que nous avons vus. Les 2 sexes sont entièrement noirs avec des plumes de la queue blanche et un bec blanc brillant avec l'extrémité légèrement rougeâtre. Elles ont une plaque frontale blanche avec une caroncule rouge et sont communes dans la plupart des milieux humides de leurs aires de répartition. Elles émettent une grande variété de couinements et de cris ressemblant à ceux des poules, comme vous pouvez l'entendre dans cet enregistrement. La foulque d'Amérique se nourrit à la surface. Elle picore à la surface de l'eau et barbote aussi comme le canard colvert et le canard noir que nous avons vus lors de la première session d'identification. Elle est omnivore et se nourrit donc de matière végétale tout au long de l'année. Puis, lorsqu'elle a des petits ou pendant la saison de reproduction, elle mange aussi des invertébrés comme des insectes, des mollusques et des crustacés. Elle se reproduit dans la majeure partie du sud du Canada. Notre dernière espèce de râle pour aujourd'hui est la gallinule d'Amérique qui ressemble à la foulque d'Amérique. C'est un râle de taille moyenne, un peu plus petit que la foulque d'Amérique. Elle a un bec rouge vif avec une pointe jaune, un corps gris charbon, une bande blanche sur le côté, des plumes externes de la queue blanche et des longues pattes vert jaune. Si vous croisez un juvénile, la bande blanche sur le côté est le meilleur moyen de l'identifier comme la gallinule d'Amérique plutôt qu'une foulque d'Amérique. Les vocalisations de la gallinule d'Amérique sont très similaires à celles de la foulque d'Amérique. Étant donné cette similarité, dans le programme de surveillance des marais, nous demandons de ne pas essayer de distinguer ces 2 espèces seulement à partir de leur cri. Les meilleurs critères d'identification sont les caractéristiques physiques. La gallinule d'Amérique se trouve dans les marais d'eau douce et saumâtre où pousse de la végétation submergée, émergente et flottante. Mais on la trouve aussi dans des habitats artificiels comme les lagunes d'épuration et des rizières. Son régime alimentaire se compose de végétation, de graines, d'escargots et d'insectes, et elle aime se nourrir de végétation à la surface ou juste en dessous. Encore une fois, elle se nourrit en picorant ou en barbotant. La gallinule d'Amérique est beaucoup plus commune aux États-Unis qu'au Canada. On la trouve dans le sud de l'Ontario et du Québec, et même si la grande carte ici indique qu'on ne la retrouve pas dans les maritimes, ce n'est pas tout à fait exact. Par exemple, la plus petite carte montre le Nouveau-Brunswick et une partie de la Nouvelle-Écosse et indique qu'il y a aussi des observations de cette espèce dans les maritimes. Alors, comment distinguer ces 2 grandes espèces de râles de couleur sombre? Il peut parfois être difficile de les différencier. La première chose à regarder est la couleur du bec. La foulque d'Amérique a un bec blanc avec une pointe plus foncée, tandis que la gallinule d'Amérique a un bec rouge vif avec une pointe jaune.
La couleur des yeux est aussi un bon indice. Si vous regardez bien, vous verrez que la phoque d'Amérique a les yeux rouges, tandis que la gallinule d'Amérique a les yeux plus foncés. La gallinule d'Amérique a aussi une rayure distinctive sur le côté, une rayure blanche présente à tous les âges, ce qui permet d'identifier les juvéniles. Le juvénile de la phoque d'Amérique est un gris pâle, tandis que celui de la gallinule d'Amérique est gris foncé sur le dessous et brun sur le dos. Passons maintenant au butord. Le butord d'Amérique est un grand héron. Il a un corps compact, un cou épais et des pattes relativement courtes par rapport à son corps et son cou. Les deux sexes ont un plumage brun strié et des plumes de vol foncé, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite. Les plumes du bord arrière de l'aile sont foncées et ils ont aussi une bande noire sur le cou. Les butords d'Amérique ont un comportement et une coloration cryptique. Ils se cachent dans une végétation dense et assez haute, restent immobiles et se fondent dans leur habitat. Comme ils aiment se fondre dans leur environnement, on les trouve surtout dans les grands milieux humides avec de la végétation émergente. On sait très peu de choses sur les vocalisations des femelles, mais le mâle a l'un des cris ou chants les plus inhabituels. Techniquement, il s'agit d'un chant. C'est un cri d'appel pour attirer les partenaires, souvent décrit par le mnémonique pumperlunk. Il ressemble peut-être au clapotis de l'eau ou un peu à des gouttes qui tombent. On l'appelle aussi souvent un boom. Écoutons donc le boom du butord. Il est très grave et très résonnant, et il porte sur plusieurs kilomètres. Encore une fois, comme ils sont très doués pour se camoufler, il est beaucoup plus probable de les entendre que de les voir. Les butords d'Amérique sont des prédateurs à l'affût. Ils marchent lentement dans le marais en se balançant pour imiter le mouvement des roseaux et de la végétation. Ils utilisent ensuite leur bec pointu pour attraper des insectes, des amphibiens, des petits poissons, des petits mammifères et des écrevisses. Ils nichent dans les milieux humides et les prairies. Ils se reproduisent dans la majeure partie du Canada. Ils sont donc migrateurs dans les maritimes. Enfin, l'autre butord que vous pourriez rencontrer dans les maritimes est le petit blongiot. C'est un héron très petit, au corps compact et aux pattes courtes. Là encore, son profil ressemble à celui du butord d'Amérique, mais en beaucoup plus petit. Les deux sexes ont des couleurs contrastées, avec un dos plus foncé et un ventre plus clair. Ils ont un corps orange chaud et une tache orange crème sur les ailes et ont une poitrine striée. Les mâles ont le dos, les scapulaires et la calotte bleu foncé, comme vous pouvez le voir sur l'image du haut. Tandis que les femelles ont le dos et les scapulaires bruns et une calotte plus pâle. La femelle a aussi des stries plus foncées sur la poitrine que les mâles. Comme le butord d'Amérique, le petit blongiot préfère vivre dans les grands milieux humides avec de la végétation émergente dense et de l'eau profonde. On le trouve souvent perché sur des roseaux ou des quenouilles. Le petit blongiot se nourrit en picorant dans la végétation dense, puis il se perche et attrape la nourriture située dans l'eau profonde en dessous. Il est intéressant de noter qu'il construit parfois une plateforme d'alimentation et se nourrit de petits poissons, d'insectes, d'amphibiens et de petits mammifères. Le mâle émet un roucoulement que vous pouvez entendre dans cet enregistrement. Son cri ou son chant, comme vous préférez l'appeler, peut parfois être confondu avec celui du grèbe à bec bicarré, mais ils sont en réalité très différents. Le petit blongiot n'utilise qu'une seule note dans son chant, tandis que le grèbe à bec bigarré a un chant beaucoup plus complexe. C'est surtout la première partie du chant du grèbe à bec bicarré qui ressemble un peu à celle du petit blongiot. Donc voici le grèbe à bec bicarré. Et voici le petit blongiot. Le petit blongiot est beaucoup moins répandu au Canada. Il est assez rare et dans les maritimes, on le trouve surtout dans le sud du Nouveau-Brunswick.
Si vous commencez tout juste à vous familiariser avec les butards, vous vous demandez peut-être comment distinguer ces deux espèces. La première caractéristique qui permet de différencier le petit blongiot du butard d'Amérique est leur taille. Le petit blongiot est à peine plus grand qu'un merle. Il est donc vraiment très petit pour un héron. Le butard d'Amérique, quant à lui, a une taille entre celle d'une corneille et d'une oie. Sa taille est donc plus proche de celle d'autres hérons. Le petit blongiot a des rayures sur le cou et la poitrine qui sont plus pâles que celles du butard d'Amérique. Vous pouvez voir que le butard d'Amérique a des rayures brunes beaucoup plus prononcées. Le petit blongiot a une calotte et un dos foncé et un ventre plus clair, tandis que le butard d'Amérique est plus uniformément brun, mais il a une bande noire foncée sur le cou. Encore une fois, ces deux espèces sont assez différentes, mais il est important de se pratiquer à les identifier et de se familiariser avec leur vocalisation parce que vous aurez plus de chances de les entendre que de les voir. Et notre dernier amphibien pour Opération Marée des Maritimes est le crapaud d'Amérique. C'est un gros crapaud qui peut atteindre 11 cm de long. Et comme c'est un crapaud, il est très bosselé. Il a des verrues bicolores sur tout le corps. Il a souvent une ligne au milieu du dos, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche. La couleur de son corps peut être brune, rougeâtre ou olive. On le trouve principalement dans les habitats terrestres, mais il peut parfois être observé près des marais ou d'autres milieux humides. Son cri est une note d'introduction grave suivie d'un long tri monotone assez aigu. Et le tri est assez rapide. Encore une fois, plusieurs espèces d'oiseaux utilisent aussi des trilles, mais celui du crapaud d'Amérique est beaucoup plus rapide que tous les trilles d'oiseaux que vous pouvez entendre. Maintenant qu'on a vu toutes nos espèces, je voudrais prendre un moment pour passer en revue ce qu'on a appris pendant les 5 webinaires d'Opération Marée. Pendant la première session d'identification, on a étudié les oiseaux aquatiques et les oiseaux de rivage. On a observé la berlinche du Canada, que beaucoup connaissent probablement, et le canard colvert. On a appris à distinguer le canard colvert du canard noir et on a aussi parlé du fuligule à collier, qui est le plus distinctif des oiseaux aquatiques qu'on a observés. On a aussi abordé 2 espèces d'oiseaux de rivage, le chevalier semi-palmier et la bécassine de Wilson. Et on a aussi parlé du grèbe à bec bicarré. Pendant la deuxième session d'identification, on a étudié les oiseaux chanteurs communs et d'autres oiseaux que l'on observe souvent dans les cours arrière. On a vu la paruline masquée et la paruline jaune et appris à distinguer ces 2 espèces. On a aussi vu la différence entre les parulines et le chardonneret jaune, principalement au niveau de la forme du bec, mais aussi de la couleur. On a observé le merle d'Amérique, un oiseau familier pour beaucoup d'entre vous. On a aussi parlé de la corneille d'Amérique et appris à la distinguer du corbeau. On a aussi abordé le quiscal bronzé et le carouge à épaulettes, 2 espèces au chant très rauque et métallique. Pendant la troisième session d'identification, on a étudié 4 espèces de bruants et appris à les différencier en se concentrant particulièrement sur leurs couleurs caractéristiques. Par exemple, le bruant des prés avec sa bande jaune au-dessus de l'œil, le bruant des marais avec sa calotte et ses ailes rougeâtres, et le bruant de Nelson avec son plumage orangé. Mais on a aussi écouté les chants de ces 4 bruants et discuté des principales caractéristiques de chacun. On a ensuite regardé 4 autres espèces, le troglodyte des marais, la guifette noire, l'hirondelle bicolore et le jaseur d'Amérique, qui sont tous très distinctifs, tant par leur apparence que par leur vocalisation. Et aujourd'hui, on a parlé de ces 5 espèces de râles et des 2 butards. J'espère que vous avez compris comment distinguer ces espèces qui se ressemblent beaucoup. Et parmi les amphibiens qu'on a abordés, on a regardé la grenouille des bois en gardant à l'esprit que sa caractéristique la plus distinctive est la tache sombre derrière l'œil. La rainette crucifère qui a un X sur le dos, le wawaron qui est le plus grand et qui a un pli derrière le tympan, la grenouille verte qui présente divers motifs de couleurs,
mais qui a toujours ses grands plis dorsolatéral. Et enfin, le crapaud d'Amérique, qui se distingue le mieux des autres amphibiens par ses verrues, parce que c'est un crapaud et non une grenouille. Tout au long des webinaires, on a parlé de diverses espèces de plantes. On a regardé les carex et les graminées. On a aussi regardé les quenouilles en se concentrant particulièrement sur leurs fleurs en forme de hot dog. On a appris les différences entre les syrpes et les joncs, notamment que les syrpes sont beaucoup plus grandes et plus hautes que les joncs. On a aussi regardé les roseaux, c'est-à-dire le genre de phragmites. Puis, on a aussi appris à différencier les variétés envahissantes et indigènes. On a aussi parlé de plusieurs espèces de plantes émergentes. On a comparé les différences entre la salicaire commune et la pontedérie cordée. Elles ont toutes deux les fleurs violettes en épi, mais leurs feuilles ont une forme très différente. On a aussi parlé de la sagittaire latifoliée et du trèfle d'eau, de la différence entre leurs fleurs et leurs feuilles. On a aussi regardé la potentillée en sérine, le comaret des marais, le mélilo jaune et la prêle. Pour chacune de ces espèces, on a discuté des caractéristiques distinctives des feuilles et des fleurs et de leurs différents habitats. Avant de conclure, rappelons que parmi les 30 espèces d'oiseaux abordées dans la série de webinaires d'Opération Marais, 12 sont des espèces principales ou cibles du programme de surveillance des marais dans les maritimes. Il s'agit des 5 râles qu'on a abordés aujourd'hui, des 2 butards qu'on a aussi abordés aujourd'hui, ainsi que la guifette noire, du chevalier semi-palmé, du grèbe avec bigarré, du troglodyte des marais et du bruant de Nelson. Si vous souhaitez participer au programme de surveillance des marais, nous vous recommandons de vous concentrer sur ces espèces en particulier afin de pouvoir les identifier lors de vos relevés. Cela nous amène à la fin de la série de webinaires d'Opération Marais. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à la découverte des milieux humides et des différentes espèces d'oiseaux, d'amphibiens et de plantes que l'on peut y retrouver. Si vous voulez participer au programme d'Opération Marais des Maritimes ou au programme de surveillance des marais, n'hésitez pas à contacter Gwendolyn. Son adresse courriel est sur la diapositive. Vous pouvez aussi suivre Nature NB et Oiseaux Canada sur les réseaux sociaux pour avoir des mises à jour sur les différents programmes. Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont permis la mise en place de ce programme et nous vous souhaitons bonne chance dans la mise en pratique des compétences apprises dans vos milieux humides locaux. Merci.